بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Donc, honorable assistance, monsieur le directeur, messieurs les directeurs et les directeurs de l'établissement, monsieur le responsable du centre numérique francophone, honorable assistance, mesdames et messieurs. Donc, j'aimerais partager avec vous, honorable assistance, le récit d'un hackathon qui a eu lieu justement ici au centre même de numérique francophone. Je fais référence au créaton de l'année 2017, qui a été l'étincelle un petit peu de mon engouement personnel pour le numérique. Donc je partage avec vous cela à travers l'articulation qu'il suffit à voir entre la recherche, l'innovation, particulièrement dans le domaine des champs des technologies éducatives. Bien sûr, comme tout le monde l'a remarqué, nous faisons en tant qu'enseignants face à une nouvelle génération, des digital natives, comme on les appelle, d'autres les appellent numérophiles, c'est-à-dire ceux qui sont des fans du numérique. Donc on ne peut pas tout simplement venir du jour au lendemain et leur dire on interdit le téléphone. Le téléphone, ce n'est plus aujourd'hui qu'un gadget qui passe les appels, mais c'est aussi un outil qui sert à ce qu'on appelle le e-learning. D'accord. Et justement, je partage avec vous une expérience qu'on a en tant qu'enseignant. Je fais référence à un collègue qui est présent ici, qui a fait l'équipe avec moi donc dans ce hackathon, et qui a donc accouché d'une expérience assez intéressante, c'est-à-dire l'usage du smartphone en utilisant les nouvelles technologies, notamment la technologie de la réalité augmentée, l'augmented reality, qu'on a essayé d'adapter à un cours sur le développement durable. Bien sûr, on avait aussi l'intention par la suite de généraliser cet usage du numérique, non pas au cours du développement durable, parce que là c'était le thème du concours, c'était un concours international qui a rassemblé 200 équipes de parlement, et c'est un honneur pour nous de représenter l'Université Mohamed V, parce que à travers l'équipe de l'EST, l'École supérieure de technologie, on était lauréat parmi 6 autres lauréats, donc sur 200 équipes de parlement. Donc aujourd'hui, il y a 9 faits à propos de digital native, c'est une nouvelle génération, ce qu'on appelle également la génération Z. Le premier fait, c'est que, je traduis ici en anglais, 20% d'eux meet the clinical standard for addiction to l'Internet, donc ils sont addicts à l'Internet, on le sait, donc 20% parmi eux sont vraiment devenus addicts, mais il y a aussi le côté positif de la chose, il y a le côté négatif, il y a aussi le côté positif. D'ailleurs, boarded by the traditional lectures in the classrooms, c'est-à-dire qu'ils sont complètement, ils n'aiment pas du tout la façon dont les enseignants utilisent donc les méthodes classiques et la haine que leurs enseignants énoncent. L'autre côté, 90% des enfants et des adolescents jouent à des jeux, donc sur le gaming. Donc ça, on peut parler de quelque chose de négatif à l'addiction, mais il y a aussi le côté positif, d'ailleurs, benefits from online educational games. C'est-à-dire qu'ils peuvent également profiter des formations en ligne et aussi utiliser ce qu'on appelle les service games, des jeux sérieux qui peuvent, donc ce qu'appellent les anglo-saxons les edutainment. Edutainment, c'est-à-dire éducation, contraction du terme edutainment, c'est l'éducation, mais aussi l'entertainment, c'est-à-dire le jeu, l'amusement. Un jeu sérieux, c'est-à-dire on applique un jeu, mais la finalité c'est sur l'apprentissage. Ce sont des générations qui sont multitasking, c'est-à-dire ils peuvent faire beaucoup de tâches en même temps, d'accord, et malheureusement, donc, cela réduit la capacité du cerveau donc, à être efficient, donc it decreases brain efficiency as much as 50%. Donc vraiment, ça réduit la moitié de la capacité donc, mais s'il y a un bon accompagnement, c'est-à-dire si on cible leurs apprentissages, c'est un petit peu la métaphore de ce qu'on voit dans les enseignes des pharmacies et des officines. Vous avez toujours une enseigne qui montre une coupe drapée du poison d'un serpent. Cela veut dire que c'est question de dosage. Si ça dépasse la dose, ça devient du poison. Mais si c'est utilisé à bon escient, sous contrôle d'un médecin, ça devient des médicaments et bien sûr, Dieu sait que l'ignorance est une maladie beaucoup plus grave que n'importe quelle autre maladie. Donc face à ces digital natives, des initiatives des universitaires, et là je cite une chaire de littératie médiatique multimodale, donc au Canada, c'est-à-dire les gens sont déjà sur le qui-vive pour qu'ils prennent en charge déjà ces nouvelles générations et c'est la recherche. D'où donc la thématique dont je
voudrais m'entretenir avec vous, comment la recherche pourrait s'articuler avec, bien sûr, ces nouvelles technologies. Moi, j'aurais tendance à éliminer le I ici. Je parlerai plutôt de l'innovation pédagogique numérique. Je veux dire par là que je ne fais pas les distinguos entre d'un côté l'innovation et l'autre côté le numérique, mais je voudrais parler plutôt d'une innovation pédagogique numérique, c'est-à-dire études numériques, et c'est de ça que je voudrais un petit peu m'entretenir avec vous, si vous permettez. Donc là, j'ai le dernier rapport qui a été commandité par la ministre de l'Enseignement supérieur en France, le rapport 2018, et c'est le rapport qui invoque que l'innovation pédagogique numérique traduit le fait que le numérique est un levier pour repenser et rénover la pédagogie, en cohérence avec la transformation d'ensemble de la société et de l'économie. Il remet en cause la verticalité au profit des transversalités, dont parlaient tout à l'heure toutes les interlocuteurs avec moi, avant moi. Donc, elle implique de repenser les contenus au profit des besoins de l'étudiant. Donc, c'est l'étudiant qui est au centre de l'apprentissage et tout est lié à son service. Et elle constitue par conséquent un point d'entrée de la démarche pédagogique. Par conséquent, l'IPN, donc les innovations pédagogiques numériques, et je saute le I, est un facteur essentiel de nature à s'inscrire dans des nouvelles modalités d'apprentissage, à faire face aux enjeux d'une société qui valorise l'acquisition des compétences et qui valorise également les savoirs et l'adaptabilité. On parlait tout à l'heure des soft skills, qui est devenu donc une valeur universelle dans le monde universitaire. Et il vise également à accroître l'attractivité des universités et leur positionnement à l'international. Donc aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que les universités sont toujours absentes des classements mondiaux, malheureusement, et le numérique, c'est un des leviers. Donc autant dire que ce fossé du numérique qui nous sépare des pays développés, le numérique est une occasion de permettre un petit peu de combler ce fossé. Elle permet également d'accompagner la transformation numérique au profit de toute la société. Et là, on est en plein dans le nouveau modèle de développement. Et personnellement, je crois que tous les enseignants partagent avec moi ça, et tout, bien sûr, le monde académique partage avec ça, y compris au niveau institutionnel, le ministère et les universités, partagent avec moi que l'enseignement et le numérique, et cette articulation entre les deux, est un des leviers les plus importants du modèle de développement. On ne peut pas penser à un modèle de développement sans faire la part belle à l'enseignement. Donc ici, l'EPN, je me demande si c'est un défi à relever. Tout à l'heure, c'est évoqué, c'est un défi à relever par l'université, mais comment? D'accord? Donc il y a, à mon sens, et c'est un petit peu de tout ça que je voudrais m'entretenir avec vous, il y a eu beaucoup de recherches, ce qu'on appelle donc la tendance des recherches collaboratives. Je cite très rapidement donc quelques tendances. Les recherches action, type collaborative, les recherches design experiment, une tendance anglo-saxonne, l'ingénierie didactique bien française, donc qui normalement c'est un petit peu au même moment que 92, tous les deux sont apparus donc concurremment, l'approche anglo-saxonne du design experiment et celle francophone de l'ingénierie didactique. Et finalement, la nouvelle approche du design research, qu'on pourrait traduire en français donc la recherche, ou bien la recherche orientée par la conception, donc design-based research, c'est-à-dire cette articulation qu'il peut y avoir entre la recherche et l'innovation, au grand profit bien sûr de l'apprentissage. L'étudiant donc est finalement le foyer, le centre focal de notre action éducative. Donc je vous ai parlé un petit peu donc, les fondements théoriques de chacune de ces approches. Peut-être par la suite au niveau des débats on pourrait y revenir. Je m'arrête sur la dernière tendance qui est celle du design-based research. C'est une approche récente, donc 2007 pardon, qui a été enclenchée par Niven et par Wang et Hanafin. Donc il consiste à concevoir des dispositifs technopédagogiques et des modèles théoriques qui les secondent. Pour ce qui est de son fondement théorique, il consiste donc en un travail collaboratif entre chercheurs et praticiens. Donc le point fort de cette méthode, c'est qu'il permet de faire la rencontre entre les praticiens et les chercheurs pour concevoir des prototypes qui vont être par la suite expérimentés et via des itérations successives. Donc ils vont par la suite aboutir à une amélioration continue. C'est un petit peu l'approche que font les informaticiens et les ingénieurs d'une manière générale, lorsqu'ils veulent élaborer un prototype, ils se mettent côte à côte avec les concernés, les intéressés par le produit final,
et élabore donc concurremment donc, le produit en question, et par la suite il y a donc des itérations successives pour une amélioration continue, donc une approche agile en termes de management. Je reprends ce terme qui m'est cher en tant que forme de management, donc ici c'est un peu l'approche du management agile. Donc pour ce qui est de la méthodologie, il consiste, comme j'ai dit, dans un processus itératif de conception et analyse menée de façon collaborative entre chercheurs et praticiens. Et pour ses principaux résultats, il a permis, bien sûr, outre le fait qu'il réalise des prototypes qui sont au service des étudiants, il permet une amélioration également des praticiens qui se confrontent aux chercheurs, et les chercheurs qui se confrontent et côtoient également les praticiens, et il y a donc une amélioration continue des deux. Au plus, bien sûr, du produit final qui est destiné à l'étudiant, qui est un meilleur apprentissage. Je vais vous entretenir, si vous permettez, d'une illustration d'un exemple ou d'un cas d'une recherche collaborative type Design-Based Research, une recherche orientée par la conception, que nous avons menée ensemble. Il y a un collègue ici, informaticien et game designer également, que nous avons considéré comme un praticien, moi-même et un autre collègue qui n'est pas présent ici, Jacques, qui est également un chercheur. Donc il y a une conception en même temps de ce produit, de ce prototype, et le hackathon a été l'occasion pour nous donc de mettre en exergue cette démarche de la recherche orientée par la conception. Dans le domaine donc, du usage numérique, il a suscité une citation à propos de la DBR, c'est-à-dire Design-Based Research. Il avait parenté avec des méthodologies de design du logiciel, et je viens de citer ça, c'est-à-dire normalement l'emprunté du domaine de l'informatique, et tient compte donc du produit final en intégrant les premières étapes de la conception, à l'image des méthodes agiles au management ou bien des méthodes participatives, et généralement des méthodes basées sur, ou bien centrées sur l'utilisateur. Ce qu'on appelle d'une manière générale design destiné à l'usager final. Donc, une mise en œuvre de cette design-based research à travers donc, le modèle théorique de la transposition métadidactique. Je m'excuse ici des termes, donc c'est métadidactique. En quoi consiste donc ce modèle-là, qui permet donc une opérationnalisation de cette approche de conception orientée par la recherche. Il part du concept de la praxiologie, qui est une contraction de deux termes, praxis et logos, comme vous le savez évidemment. Le praxis, c'est l'articulation du savoir-faire et la connaissance qui est purement théorique de savoir. Cette organisation praxiologique est en réalité un bloc technico-théorique qui comporte un premier niveau praxiologique qui est le savoir-faire, c'est-à-dire un ensemble de tâches qu'on donne à l'étudiant et qui, bien sûr, se distingue de l'activité qui décrit le travail effectivement réalisé. Je veux dire par là que lorsque l'enseignant donne à l'étudiant une tâche à faire, il y a une différence entre la tâche ou la consigne qu'on lui donne et effectivement le travail qu'il a réalisé. Donc c'est ça le premier niveau de la tâche. Et il y a la donnée technique, c'est-à-dire les tâches réalisées et qui correspondent à la réalisation des tâches prescrites au départ. Le second niveau, c'est le niveau praxiologique. Donc nous avons ici une interférence entre le savoir-faire pratique et le deuxième niveau, qui est le niveau du savoir, qui consiste en un bloc technologico-théorique. Le niveau technologique, et là je cite bien sûr le modèle de Aldon et Al, vous avez donc la citation pour ceux qui veulent se documenter. Je parle évidemment aux doctorants. Pour ce qui est donc du domaine technologique, il permet d'introduire la justification des tâches mises en œuvre. Et pour ce qui est donc du volet théorique, c'est le cadrage théorique, c'est-à-dire s'appuie sur le corpus des connaissances dont la raison d'être est de justifier le discours technologique lui-même. Donc globalement, voilà le modèle lorsqu'on le personnalise. Nous avons, donc, si vous permettez, donc, vous avez le graphique là, vous avez donc un premier niveau de l'expérimentation. Il y a le praticien qui vient avec la praxiologie, qui comporte les deux blocs et leurs sous-composantes, les 4 sous-composants, et le chercheur également qui vient avec son bagage. Évidemment, ils travaillent ensemble pour un même objectif, mais chacun a son background, chacun a sa. L'autre il est beaucoup plus porté sur la pratique, l'autre est beaucoup plus théorique. Parfois, on a des petites réticences des uns et des autres, mais à force de collaborer et de se côtoyer les uns les autres, on finit finalement, dans une deuxième étape d'expérimentation, à avoir donc, en quelque sorte un rapprochement entre les deux praxiologies. Et après N itérations, donc après N essais successifs,
on finit par avoir la même. Remarquez que les deux blocs ont été séparés au départ, c'était celle du prof et celle du praticien, mais à la fin, on a une même vision, c'est-à-dire on se rapproche, mais ça c'est dans la durée bien sûr. Et on finit par avoir une praxéologie partagée. Donc évidemment, cela nécessite, selon le modèle, un passeur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va nous faciliter la tâche. Et généralement, c'est la tâche qui incombe aux doctorants. Vous avez les chercheurs et particulièrement les doctorants qui sont des professionnels qui viennent à l'université pour un petit peu revenir à la recherche. Pourquoi? Parce qu'ils ont la double casquette. Ce sont des praticiens et ils reviennent pour devenir des chercheurs. On les appelle selon le modèle des passeurs. Donc ils vont permettre un petit peu d'approcher les deux praxéologies et ça facilite un petit peu la tâche pour réalisation du produit final. Il y a aussi ce concept de l'objet frontière, c'est-à-dire l'importance des deux communautés qui doivent s'accorder sur l'idée que certains objets leur sont communs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Chacun doit comprendre qu'ils sont pour une même cause, c'est-à-dire au service de l'étudiant, mais chacun vient avec son bagage. Il faudrait qu'il aille un objet frontière, c'est-à-dire ils se rencontrent en quelque sorte, chacun doit faire un pas. Moi je suis de ce côté, l'autre est de l'autre côté, chacun doit faire un effort pour qu'on soit dans une médiane, donc un milieu qui va nous rassembler pour l'objectif final qui est la production d'un prototype au service de l'étudiant. Un prototype innovant bien sûr, qui utilise la technologie d'une manière générale. Mais rien n'empêche que l'innovation pédagogique peut également se faire sans qu'il y ait le numérique. Seulement le numérique, c'est un artefact qui va faciliter la tâche évidemment. Maintenant, j'aimerais que vous permettez de partager avec vous l'expérience qu'on avait vécue et qui nous a permis, justement, qui a ouvert nos yeux, il faut le dire, les enseignants sont un petit peu dans leur tour d'ivoire et pensent qu'ils ont le monopole du savoir. Les praticiens disent que les enseignants sont plus des, excusez le terme, des blagueurs, donc qui parlent dans l'air, mais qui ne se connaissent pas la réalité des terrains. Donc, cette expérience nous a permis de voir que lorsqu'on se côtoie praticiens et chercheurs, il y a une cause commune, il y a une praxéologie commune qui peut accoucher d'une belle réalisation. Et le résultat est là. Donc là, vous avez les deux collègues, nous sommes au CNF, lorsque c'était le créateur de 2016. Et là, vous avez les équipes gagnantes, cette équipe, et notre équipe d'ESTEC. C'est l'équipe de l'École supérieure de technologie, contraction de notre cher établissement l'ESTEC, École supérieure de technologie. Et donc, notre collègue Issam aussi, là où également présent ici notre informaticien, qui faisait partie de l'équipe. Et donc, on avait élaboré, il y avait la première phase, c'était la phase de la conception. On avait élaboré un series game qui a combiné, et là je viens à la partie technologie, le numérique. On avait conçu donc une application qui allie à la fois la réalité augmentée, le jeu classique qu'adorent les jeunes, le jeu Pokémon qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, mais bon, à l'époque, donc le jeu Pokémon, et aussi un autre jeu qui s'appelle le jeu caché. Donc on est parti de cette métaphore, et on s'est dit, ben, les jeunes, lorsqu'ils vont avec leur smartphone à la chasse de Pokémon, c'est juste pour s'amuser. Nous, on va géolocaliser des questions relatives à un cours, et ils vont repérer ces questions-là, mais il faut bien sûr, il y a le volet pédagogique, il faudrait qu'il y ait le contenu, le savoir. Où est-ce qu'il y a le savoir? On a grevé sur cette application la réalité augmentée, l'augmented reality, c'est-à-dire lorsque l'étudiant étudie son smartphone via des cartes qu'on avait préalablement, auxquelles on avait associé bien sûr un code qui permet d'augmenter le contenu. Augmenter le contenu, c'est-à-dire qu'une fois il appose son smartphone sur la petite carte, il y a une vidéo qui monte, ou un texte, ou des éléments de réponse à la question qu'il vient de retrouver au niveau qui est géolocalisé. Et donc, il trouve l'élément de réponse et elle répond. Donc, ce jeu, bien sûr, c'était un concours, donc on était obligé de nous aligner sur la thématique qui était concevoir un jeu, un series game sur le développement durable. Et bien sûr, notre intention à nous, c'est de généraliser cette approche pour tous les cours, que ce soit en finance ou en écologie ou en droit ou n'importe quelle autre discipline. Donc là, c'est vraiment l'expérimentation sur l'aréna de l'école, donc vraiment sur terrain. Là, j'ai des étudiants qui sont en train de chercher les indices géolocalisés qui correspondent à des questions qu'on avait au préalable géolocalisées à l'aide, bien sûr, d'une plateforme qui permet ça. Une plateforme pour ceux qui veulent s'y mettre, c'est NoQuiz.
Donc ici, les étudiants, à travers leur smartphone, repèrent un indice à l'aide de leur smartphone. Puis par la suite, une fois vous avez repère l'indice, la question qui apparaît sur leur smartphone, et c'est une question qui concerne le cours du développement durable, ils appliquent leur smartphone sur une petite carte, là ils sont sur une carte pour pouvoir avoir des réponses à propos de cette question. Il y a une vidéo qui apparaît qui leur explique le contenu. Et vous avez en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tracking, c'est-à-dire les étudiants sont suivis sur notre plateforme. Vous avez l'état d'avancement de chaque équipe. Je rappelle que c'était trois équipes concurrentes, et chacune des équipes, l'équipe pouvait les suivre à travers la plateforme pour voir l'état d'avancement de chaque équipe. Donc ici, l'équipe par exemple verte, qui est signalée par le graphique vert, est en train d'utiliser son smartphone, utilise la réalité augmentée. La réalité augmentée, ici on a utilisé un logiciel qui s'appelle HP Reveal, alias Aurasma, donc il s'appelle aujourd'hui HP Reveal, et auparavant on avait utilisé Aurasma. Donc vous voyez, ce que je voudrais partager avec vous, c'est un petit peu l'engouement des étudiants. Là ils sont très sérieux, mais vraiment ils s'y mettent. Imaginez que c'est le groupe qui est également... Bien sûr, pour que ça ne dégénère pas, que ça soit juste du jeu, c'est sérieux. On a dit que c'est un serious game, la couleur qui donne dans chaque rang. Non, les étudiants ont été assommés que ça va être quelque chose de très sérieux, ça va être noté par la suite. Donc les étudiants, une fois, on a l'évaluation sommative et se mettent au diapason du sérieux. Donc le jeu là qu'on avait baptisé Écologeo, contraction du terme écologie et Geo pour reprendre la métaphore de Pokémon Go, sauf qu'ici, au lieu que ce soit des Pokémon qu'on cherche, c'est des questions concernant un cours donné qui sont géolocalisées. Donc il y a un système de game tracking comme j'ai dit, qui permet donc de suivre l'évolution des joueurs. Et il y a même une intégration du score des jeux dans une plateforme d'enseignement à distance. Je rappelle que ça c'était la première phase, nous sommes dans une expectative dans le sens d'améliorer cette expérience. Donc voilà, toujours donc, notre équipe, celle-là en orange, et les étudiants sont vraiment très sérieuses alors qu'ils jouaient, donc d'où la notion de serious game. On ne joue pas mais on apprend. Donc ici, pour ce qui est de la phase de la recherche, j'ai parlé de technologie. Quelle est son articulation avec la recherche? Et bien par la suite, lorsqu'on a fait cette expérimentation, venue la phase de la recherche dans le sens du design-based research, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des itérations successives pour améliorer le prototype final, bien sûr dans une approche d'amélioration continue. Je vous épargne ici l'approche théorique, mais je voudrais tout simplement, si le temps le permet encore une fois, donc de continuer sur une seule approche théorique qui nous a inspiré, c'est celle de la genèse instrumentale de Rabardel. En quoi consiste cette approche instrumentale pour Rabardel? Lorsqu'on utilise un artefact, qu'il soit mobile, ou qu'il soit une tablette, ou qu'il soit un PC ou n'importe quel outil, donc comment faire passer cet outil-là du simple utilisation à un usage pérenne? Il parle ici de la genèse instrumentale. Et bien sûr, il intègre également la dimension socio-constructiviste, c'est-à-dire l'approche de Vygotsky, c'est-à-dire que les étudiants vont apprendre également, mais en collaboration les uns les autres. Donc il y a une interaction qui s'installe entre les étudiants. Nous avons vu tout à l'heure le jeu, ce n'était pas un jeu solitaire, mais c'est des étudiants qui collaboraient, et il y a cette interaction, vous le savez très bien, qu'il y a des effets de synergie qui peuvent avoir des résultats meilleurs si on travaille de manière collaborative. Au quoi consiste donc cette théorie de Rabardel? L'activité proposée aux élèves suppose donc l'appropriation d'un artefact en vue d'effectuer des actions significatives en contexte, et l'instrument en lui-même ce n'est rien d'autre qu'un artefact, mais plus un certain nombre de chaînes d'utilisation, c'est-à-dire, vous le savez très bien, que lorsqu'on veut apprendre n'importe quel outil, on utilise n'importe quel outil pour la première fois, et il y a donc toujours ne serait-ce qu'un usage lorsqu'on était enfant, l'usage de la bicyclette. Donc il faut vraiment un certain nombre de schémas mentaux qu'on va par la suite améliorer jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Donc la conjugaison de ces deux éléments-là, de ces deux dimensions, permet au fil du temps d'avoir une appropriation de l'artefact qui aboutit vraiment à un meilleur apprentissage.
Donc ici, je vous épargne également de l'aspect théorique rapidement. Je rappelle juste ici le schéma de la jeunesse instrumentale de Rabardel. Il y a l'artefact d'un côté, il y a le sujet apprenant qui est l'étudiant, et la jeunesse instrumentale à travers l'activité qu'on propose au sujet, et l'activité bien sûr qui doit être organisée par l'enseignant. Là, je fais référence bien sûr à l'approche didactique. Donc ici, ça aboutit donc avec le temps à la réalisation d'un certain nombre de chaînes d'action qui permettent donc l'appropriation progressive de l'artefact qui devient un instrument vraiment à l'usage de l'apprentissage, bien au service de l'apprentissage. Bon, c'est la même idée ici que je reprends, c'est-à-dire l'appropriation, c'est un processus composé de deux mouvements. L'instrumentalisation qui désigne le mouvement du sujet vers l'artefact et l'agisseur de l'artefact, ici dans notre cas c'est le mobile, et l'instrumentation qui désigne le mouvement de l'artefact vers le sujet, parce que l'artefact lui-même agit sur le sujet et le force à s'adapter à lui pour qu'il adopte de nouveaux schèmes et de nouvelles habitudes. Et façon donc sa pensée également. Donc la problématique de notre recherche, parce que par la suite cette expérimentation qui était une conception d'un prototype et donc l'aspect pratique a accouché donc d'une recherche qui est en cours toujours, bien sûr dans le sens d'une recherche orientée par la conception. Quelles sont les études? On s'est demandé, en nous inspirant du modèle de Rabardel, de la jeunesse instrumentale, quelles sont les conditions qui permettent la pérennisation de l'usage des artefacts mobiles, dans notre cas les smartphones, en contexte d'apprentissage, pour que cela ne dégénère pas uniquement en un simple jeu d'amusement, mais que ça devienne vraiment quelque chose que les étudiants vont s'approprier, qui devient quelque chose qui va être au service de l'apprentissage. Notre question de recherche a été comment les apprenants s'approprient-ils ces artefacts en apprentissage et dans la durée. L'objectif était d'explorer le processus d'apprentissage, dans le contexte du jeu sérieux Écologueur, qui combine la réalité augmentée, comme j'ai dit, le geocaching et également le geocaching classique, comme vous le savez, c'est un petit peu la même chose que le jeu Pokémon Go, sauf que les jeunes cherchent des objets géolocalisés également, juste pour le fun. Mais là, les étudiants cherchent les questions géolocalisées pour apprendre de l'appellation Service Game. Donc c'était, pour ce qui est de l'observation, on a observé 9 étudiants parce qu'on a départagé en 3 équipes qui ont été filmées en action. Et bien sûr, on a pu par la suite, bien sûr, analyser leurs interactions, leurs comportements via un logiciel Eline qui permet donc, via une catégorisation, selon ce que vous voulez observer, donc il permet de voir, par exemple, nous on a voulu observer les interactions qui s'effectuent entre l'enseignant et l'étudiant, les interactions qui se font entre l'étudiant et l'artefact, les interactions qui se font entre les étudiants et le savoir, et aussi les différentes, si vous voulez, sous-ensembles, c'est-à-dire l'interaction de l'étudiant avec l'enseignant via l'artefact, l'interaction de l'étudiant avec l'enseignant, mais qui porte uniquement sur le savoir, et ça, je fais référence au carré médiatique qu'on avait utilisé, voilà, le carré médiatique qui montre ça clairement. C'est-à-dire nous avons ces interactions qui se font entre l'étudiant et l'artefact directement. Ça s'appelle donc une interaction fonctionnelle. Par exemple, on a remarqué lorsqu'on a filmé les étudiants, il y avait beaucoup d'instants où ils étaient focalisés uniquement sur leur écran tactile de leur smartphone. Par moment, ils demandaient à l'enseignant des informations. Par moment, ils se demandaient eux-mêmes, c'est-à-dire les étudiants se demandaient et de se partager les informations entre eux-mêmes, et parfois ils faisaient référence juste au savoir. Donc les critères d'analyse qui nous a permis d'analyser notre expérience via le logiciel Eline, je fais rapide, si vous permettez juste un petit peu les premiers résultats qu'on a pu avoir, et c'est une recherche bien sûr qui est toujours en cours. Nous avons donc catégorisé les interactions des étudiants selon, bien sûr, l'évolution de l'autonomie des étudiants. On a voulu tester est-ce qu'il y a une évolution de l'autonomie des étudiants au fil du temps, c'est-à-dire il faut un petit peu se détacher des artefacts pour se concentrer sur le savoir. On a également observé leur collaboration et on a également vu qu'il y a l'usage qui a été fait de l'instrument, qui est bien sûr le reflet de l'intégration de l'artefact dans l'apprentissage. Est-ce qu'il l'utilise uniquement pour jouer ou bien est-ce qu'il l'utilise pour apprendre? Donc l'autonomie, comme elle a été approchée par le rapport de la durée entre les interactions étudiants-enseignants relativement à la catégorie en question, relativement à la durée totale. D'accord? La durée totale des interactions, par exemple, a porté sur 3 heures, et on va voir un petit peu la durée des interactions
interaction enseignant-étudiant, qu'est-ce que ça représente comme rapport? Un tiers, deux tiers. Et puis on a également essayé d'analyser la collaboration à travers le rapport de la durée de l'ensemble des échanges entre étudiants, pour avoir un peu l'aspect collaboratif, relativement donc à l'activité d'apprentissage, mais par rapport à la durée totale des échanges. Voilà ce qu'il en ressort. Pour ce qui est des résultats, nous avons constaté qu'au fil des temps, et là je fais référence bien sûr aux 5 catégories des cas médiatiques ici, vous avez d'un côté le TIC, objet de l'interaction, c'est-à-dire l'interaction fonctionnelle, lorsque les étudiants se portent uniquement sur l'artefact. Le deuxième axe, c'est le TIC en tant qu'outil d'interaction, c'est-à-dire qu'il utilise le mobile pour interagir, non pas pour uniquement dire les uns les autres comment ça marche le téléphone, mais non, vous vont se poser des questions à propos de l'usage du smartphone. Qu'est-ce qu'il me permet pour répondre à la question? Par exemple, on a observé que lorsque les étudiants trouvaient une question géolocalisée, ils commençaient à interagir. D'abord, comment faire pour actionner tel ou tel, ça c'est juste interaction fonctionnelle. Mais parfois, ils demandaient comment faire pour répondre à cette question, comment utiliser cette vidéo, etc. Et puis on a vu des interactions qui portaient sur le contenu, donc qui portaient purement sur le contenu, savoir quelle réponse donner à cette question, etc. Et puis il y a un petit, je dirais, noise en anglais, c'est-à-dire un bruit en quelque sorte, la régulation, parce que parfois il y avait des étudiants qui posaient des questions de l'autre côté. Donc dans les interactions, il y avait quelqu'un qui disait, monsieur, est-ce qu'on va être noté sur ça, est-ce qu'on va s'arrêter? Ça n'a rien à voir avec les interactions concernant notre thématique de recherche, on appelait ça la régulation. Donc le prof intervient pour les remettre dans l'ordre. Donc d'une manière générale, il en ressort de ce résultat que le groupe semble... Donc vous voyez que les résultats montrent que les échanges élèves-enseignants sont majoritairement consacrés au contenu et qui évoluent au fil du temps. On est passé de 55% à 59%. Les échanges élèves-enseignants portant sur les TIC, objets de l'interaction, a diminué au fil du temps. Donc de 25, ils se sont donc fixés à 12. Les interactions enseignants-élèves qui utilisent le TIC, c'est-à-dire l'outil ici comme outil d'interaction, gagnent de l'importance au fil du temps. Et donc pour la dernière interaction qui est consacrée à la régulation, celle-là on a remarqué qu'il augmente. Donc une recherche future verrait pourquoi ça, donc on verrait donc, par la suite. Donc les échanges utilisant l'utilisation de l'artefact majoritairement diminue. L'interaction médiatisée, c'est-à-dire qui utilise l'artefact, a diminué aussi. Les interactions non médiatisées, c'est-à-dire qui passent uniquement par le savoir et n'utilisent pas l'artefact, il a relativement augmenté. Les interactions de régulation, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, là aussi ils ont augmenté. Mais d'une manière générale, on peut dire qu'il y a eu l'appropriation progressive de l'artefact. Bien sûr, quelques autres hypothèses ont été vérifiées, mais il y a toujours, et je termine avec ça, et je conclue si vous permettez, donc qu'est-ce que cette recherche collaborative ou bien design-based research a permis? Elle a permis, à notre sens, une initiation d'une innovation pédagogique et numérique qui a eu un impact relatif. On ne va pas quand même dire que ça a eu... parce que déjà, la recherche souffre d'une limite de taille, c'est juste 9 étudiants, donc on ne peut pas prétendre à l'exhaustivité. Et deuxièmement, pour la jeunesse instrumentale, il faudrait du temps. Nous, on a fait juste 2 séances, donc on ne peut pas dire qu'il y a appropriation vraiment de l'artefact, rien qu'en jaugeant. Donc là, on a jaugé juste les interactions des étudiants en 2 séances. Et donc ça ferait l'objet, j'espère, d'une nouvelle recherche collaborative, toujours en étant côte à côte avec les praticiens. Je vous remercie pour votre patience.